On démarre toujours la première année par quelqu'un qui, en plus de cette dimension scientifique éminente, est un essayiste, donc un auteur, comme nous le faisons chaque année, nous y tenons. Donc j'aurai dans mon bureau le livre qu'il a écrit il y a quelques mois, années, Le côté obscur de l'univers. Il n'y a aucun jeu de mots avec Star Wars, mais quand même, vous pourrez lire. C'est un livre très étonnant. On n'a pas vu de livre sur la cosmologie. Je fais un peu une analyse littéraire, je l'ai lu ce week-end. On n'a pas lu de livre sur la cosmologie comme ceci, aussi vivant. Il y a son expérience, j'allais dire, personnelle, donc c'est très vivant. Il y a toute une déclinaison du spatial, c'est-à-dire les instruments qui doivent être refroidis, embarqués, subir un décollage de fusée, les moteurs Vulcain. Les séparations des étages et que le satellite de plusieurs millions d'euros doit toujours fonctionner, ceci. Et puis après, il y a toute une partie, bien évidemment, cosmologie, les grandes questions. Mais c'est un livre multiple et étonnant, donc il sera disposé sur mon bureau pour un certain temps. Voilà, je me retourne vers Hervé et je vais enfin lui laisser la parole en vous remerciant d'être venu sur Rennes. Merci beaucoup. Merci beaucoup Bruno, merci de votre invitation. Je suis ravi d'être à Rennes. Je ne viens pas très souvent, mais c'est toujours avec grand plaisir. Alors je vais vous parler des origines de l'univers qu'on a mesuré, entre guillemets, je vais aller plus dans les détails bien sûr, avec le satellite Planck qu'on a lancé il y a une petite dizaine d'années et qui a fourni des résultats encore jusqu'à l'été dernier. Et puis je finirai sur le satellite Euclide que nous allons... Alors nous, c'est l'Agence spatiale européenne avec une très forte contribution française, donc on peut presque dire que c'est les Français, mais pas que. Et je vais vous expliquer en quoi c'est intéressant de faire de l'astrophysique spatiale, c'est mon dada, mais c'est aussi très bien de faire de l'astrophysique de laboratoire, comme c'est fait ici dans le grand laboratoire de physique de Rennes, ou de l'astrophysique au sol avec les grands télescopes que vous connaissez peut-être au Chili ou à Hawaï ou ailleurs, où j'ai parfois la chance de voyager. Alors, j'ai prévu un séminaire scientifique, mais comme je vois que l'audience est très large, je vais élargir mon discours à l'oral. Donc, ne soyez pas effrayés par certaines slides. Je vais normalement les décoder. Alors, j'ai prévu plusieurs parties, en fait 2 parties longues. Ah oui, alors, les slides seront en anglais, parce que pareil, je ne savais pas quelle audience j'avais à faire, mais je parlerai en français, donc je pense que ça devrait aller. Je parlerai du satellite Planck et en fait pourquoi on fait ces études sur l'origine de l'univers et pourquoi on fait ça, tout simplement. Donc ça sera un petit peu long, parce que j'aime bien faire des longues introductions. Je vais aussi parler dans la deuxième partie de qu'est-ce qu'a observé ce satellite Planck, parce que vous allez voir que, même si, merci Bruno a fait de la pub pour mon livre, même si on essaie de faire de la vulgarisation et de la médiation scientifique pour expliciter une pensée complexe et une démarche très complexe, vous allez quand même voir que la réalité et la science est quand même très complexe. Donc là, j'ai la chance d'être une 50aine de minutes avec vous, donc je ne pourrai pas tout détailler, mais je vais quand même vous montrer qu'il y a des étapes importantes et que ce n'est pas si simple que ça. Donc la science, ce sont des faits, c'est une démarche, ce n'est pas une opinion, comme on entend parfois dans les médias. Et vous allez voir tout ce cheminement logique et scientifique, avec des grandes questions bien sûr, et vous allez voir que ce cheminement n'a rien à voir avec une opinion sur l'univers, comme on entend parfois, il y a des jumeaux là, qui se répandent dans les médias, qui racontent des balivernes sur l'univers. Voilà, vous allez voir que la vraie science, c'est un tout petit peu différent des jumeaux qu'on voit à la télé. Ensuite, là j'irai dans le dur, où je vous montrerai comment on passe des images que nous envoie le satellite Planck à des paramètres comme l'âge de l'univers ou sa composition. Ça paraît... magique ou impressionnant. En fait, vous allez voir que c'est très très simple. C'est comme les TP. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'étudiants. C'est comme les TP que vous faites en L1 ou que vous faisiez au lycée ou que vous ferez à l'université. C'est quasiment pareil. On fait des ajustements. Et puis après, je parlerai de l'avenir et de comment on attaque cette question de l'univers. Alors, je passe ça. Déjà, notre ambition scientifique, quelle est-elle ? Peut-être que vous aimez voir des conférences d'astrophysique ou lire des livres, voir des images de Mars, de Titan, de Saturne, des comètes. On a posé la sonde Rosetta et l'atterrisseur Tchouri il y a quelques années sur une comète. Il y a une actualité assez récente et prolixe sur tous ces sujets-là. Et ça peut donner une sorte de confusion. On va sur Mars, on va sur la Lune, ou pas d'ailleurs, ceux qui arrivent à y aller, on va sur des comètes, etc. Mais finalement, qu'est-ce qu'on cherche vraiment à comprendre ? Qu'est-ce qu'on cherche à découvrir ? À quelles questions on essaie de répondre ?
Alors, cette première slide a vocation à expliquer ça. On cherche à comprendre la structure, l'évolution, les grandes lois physiques de l'univers, donc qui régissent l'univers dans son ensemble, mais aussi ses constituants. Alors parfois les gens nous disent « ouais, mais on ne comprend même pas ce qui se passe sur Terre, comment on peut comprendre ce qui se passe dans l'univers ?» Parce que l'univers, finalement, c'est la somme de tout ce qu'on connaît ou ce qu'on ne connaît pas en l'occurrence. Et en fait, il y a une botte secrète, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin de tout connaître pour étudier l'univers dans son ensemble. Parce que quand vous étudiez l'univers dans son ensemble, donc les galaxies, etc., très lointaines, vous n'avez pas besoin de savoir ce qui se passe à l'intérieur de chaque planète ou à l'intérieur de chaque galaxie. Pour nous, c'est même des points. C'est des points comme dans un gaz. Et en fait, étudier l'univers à très grande échelle, ou son origine, ça revient comme à étudier un gaz de galaxies. Donc finalement, c'est assez simple. On peut simplifier le problème. Donc on n'a pas besoin de connaître ce qui se passe sur Terre, sur le milieu interstellaire, sur notre galaxie, pour comprendre ou pas ce qui se passe dans l'univers. Ce qui ne nous empêche pas d'essayer de comprendre à côté ou en parallèle ses constituants. Comment les systèmes planétaires se sont formés, comment les galaxies se sont formées, etc. Mais ce n'est pas parce que l'univers contient tout qu'il faut comprendre toutes les étapes intermédiaires. Et alors j'aime bien montrer ces images. Alors là, je n'ai pas eu le temps de le mettre en place, mais d'habitude, j'ai un système de vote par smartphone que je mets en place pour mes étudiants, parce que je suis aussi prof à Paris-Sud, Paris-Saclay. Et bon, là, on n'aura pas le temps, mais ça permet de faire voter et de demander aux gens ce qu'ils pensent, etc., ce qui est assez pratique. Mais là, voilà, je suis arrivé un peu tard, je ne l'ai pas mis en place. Et ce que j'aime bien poser comme question, vous avez 2 images ici qui représentent des choses dans l'univers, et j'aime bien demander qu'est-ce que c'est que ces images. Alors à gauche, c'est une image, vous pouvez poser la question de qu'est-ce que c'est, je ne vais pas vous faire voter, mais c'est le Soleil, donc c'est l'étoile qui est la plus proche de nous, et qui est en fait, comme vous le savez probablement, une boule de gaz chaud, en fait c'est un plasma, et ce plasma a une température extrêmement élevée à l'intérieur, 15 millions de degrés à peu près, 6000 degrés à la surface, et puis ce qu'on voit là, c'est la photosphère, c'est la surface de dernière diffusion de la lumière qui est émise de l'intérieur. Et vous voyez des petites granulations, là, en fait, la surface, et l'intérieur aussi, mais le Soleil vibre, un peu comme quand vous faites chauffer de l'eau dans une casserole, vous avez par convection des bulles qui se forment, vous savez, quand l'eau bout, ça fait bloub, bloub, bloub. Voilà. Alors c'est presque pareil sur le Soleil, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il y a différentes zones, etc. Puis il y a au moins une spécialiste dans la salle sur ce sujet, donc je ne prendrai pas ce chemin-là, mais voilà, il y a des vibrations qui sont dues, en fait, pour faire simple, à deux forces contraires. Vous avez la gravitation, parce que le Soleil est quand même très massif, la gravitation qui fait que la matière est attirée vers le centre, et puis la puissance du rayonnement, on appelle ça pression de radiation, qui pousse vers l'extérieur. Et en fait, ces 2 forces contraires font que ça vibre. Le Soleil vibre, voilà, si vous le saviez, et toutes les étoiles vibrent aussi. À droite, c'est une image qui n'a rien à voir, c'est tout simplement tout l'univers. C'est tout l'univers, juste vu après le Big Bang. Ça va être l'objet de ma discussion aujourd'hui, ce qu'on appelle le fond cosmologique. C'est la première lueur de l'univers qui nous est possible de voir et qu'on a observé notamment avec le satellite Planck. Donc ça n'a pas du tout la même échelle. Là, c'est tout l'univers et on est dedans. Et là, c'est une petite étoile et on est à l'extérieur. Mais la physique, figurez-vous, est quasiment la même. Parce qu'à cette époque-là, l'univers avait 3000 degrés de température. Les atomes étaient, pas tous d'ailleurs, juste l'hydrogène et l'hélium, pour faire simple, étaient juste synthétisés. Et ça vibrait aussi, pour les mêmes raisons. Vous aviez de la matière et vous avez cette pression de radiation et tout ça vibrait dans l'allégresse ou pas, mais en tout cas ça vibrait. Et aujourd'hui, on peut essayer de voir ces vibrations. Et alors ce qui est fascinant en physique, c'est qu'on aime avoir des lois générales sur un peu tout, parce que si on a une loi physique sur chaque objet ou chaque phénomène, c'est plus trop de la science. Et bien figurez-vous que l'équation qui régit les vibrations du Soleil, alors c'est la seule démonstration que je vais faire, démonstration high-tech, comme vous pouvez le voir. Donc l'équation qui régit les vibrations du Soleil à la surface ou de tout l'univers, le fond cosmologique, juste après le Big Bang, en gros, est la même équation qui régit le mouvement de ce pendule. C'est une équation différentielle toute simple, deuxième degré, linéaire, coefficient constant. On appelle aussi oscillateur harmonique, alors qui gère aussi la vibration des atomes, etc. Alors l'équation, elle est simple, c'est évidemment pas les mêmes termes dans chacun des 3 cas, évidemment, parce qu'on ne peut pas comparer ça à tout l'univers ou au Soleil. Mais c'est la même équation qui a pour solution une solution oscillante en cosinus ou en sinus. Et c'est ça qu'on aime bien en physique, c'est avoir des lois fondamentales qui s'appliquent
peut-être pas partout, parce qu'évidemment la physique quantique et l'univers subatomique et l'univers infiniment grand ne sont pas complètement régis par les mêmes phénomènes dominants. Hein. Évidemment, c'est la même physique partout, mais ce qui domine, c'est pas la même chose. Mais on aime bien avoir des lois physiques qui sont assez générales. Et donc c'est ça qu'on cherche à faire. Et alors l'univers, c'est un terrain de jeu extraordinaire, parce que dans l'univers, il s'est à peu près tout passé de ce qui est physiquement possible. Donc l'univers est une sorte de laboratoire à ciel ouvert, où il n'y a qu'à aller piocher pour trouver des choses exotiques ou pas. Donc c'est un terrain de jeu extraordinaire pour les astrophysiciens. Alors manque de bol, il y a quand même plein de choses qu'on ne comprend pas dans l'univers. Donc avant que ça soit un terrain de jeu pour découvrir des choses nouvelles, il faut d'abord qu'on essaie de comprendre les choses qu'on comprend à peu près, ou pas. Donc en fait, il y aura à chaque fois un aller-retour entre un espace de découverte et puis un espace de confirmation ou pas des lois qu'on essaie difficilement d'établir au sol, ou dans les laboratoires ou dans nos têtes. Donc vous voyez l'idée. Donc c'est ça vraiment l'ambition scientifique. Et après, tous les moyens sont bons. Observer l'univers avec le satellite Planck ou Euclide, faire des manips de laboratoire, observer les galaxies, faire de la physique quantique. Après, voilà, tous les moyens sont bons. Mais c'est un peu ça l'idée que je voulais faire passer, que les sciences naturelles et notamment l'étude de l'univers sont très unifiées dans leur démarche. Alors, j'aime bien commencer les conférences par une question toute simple et naïve qui est pourquoi la nuit est-elle noire? Alors, vous n'avez peut-être jamais posé cette question. Voilà, je vous la pose. Pourquoi la nuit est-elle noire? Alors évidemment, le soleil est couché, voilà, donc il ne fait plus jour, nous sommes d'accord. Alors maintenant qu'il fait nuit, pourquoi la nuit est-elle noire? L'argument paradoxal qui convient de faire apparaître, c'est que vous avez une image derrière, une vraie image. Hein, tout ce que je vous montrerai, a priori, c'est des vraies images. Quand ça sera des images d'artistes, je vous le dirai, mais je crois que j'ai que des vraies images. Donc c'est une image du ciel profond par le télescope spatial Hubble de la NASA et de l'ESA, où on voit plein de galaxies. Et on se dit, si l'univers est essentiellement infini, et qu'il y a plein de galaxies, donc chacune des galaxies contient des milliards d'étoiles, 10 puissance 10 jusqu'à 10 puissance 12, on peut imaginer que quelle que soit la direction dans laquelle on pointe notre doigt, on tombera sur une étoile, au fin fond du ciel. Alors si c'est le cas, pourquoi le ciel n'est-il pas brillant? Parce que si on tombe sur une étoile, même si elle est loin, la lumière, au bout d'un temps, nous parviendra. Donc, ce qu'on appelle le paradoxe d'Olbers, qui a le premier un peu émis ce paradoxe de la nuit noire, c'est-à-dire pourquoi la nuit est-elle noire ici sur Terre, alors que peut-être il y a une infinité d'étoiles. Et alors on peut faire le calcul, c'est ce que je fais dans mon option d'astrophysique en L1. À Orsay, on fait le petit calcul et on montre qu'en fait le ciel devrait être brillant, comme une étoile en fait, tout brillant, si cette hypothèse est bonne, d'avoir une infinité d'étoiles. Alors problème, parce qu'effectivement la nuit est noire, hein, je vous le confirme. Donc il y a eu beaucoup d'auteurs, et pas des moindres, qui se sont attaqués à ce problème-là. Et le premier à avoir un petit peu donné une piste qui s'est avérée fructueuse, même si ce n'était pas scientifique, c'était Edgar Allan Poe, qui était poète, qui était écrivain, qui n'était pas un scientifique. Et dans un livre d'ailleurs poème en prose Eureka de 1848, le premier dit peut-être que les étoiles ne vivent pas éternellement. Et donc, même s'il y a une infinité d'étoiles, pour faire simple, il suffit qu'elles ne s'allument pas tout le temps pour qu'il n'y ait pas suffisamment de lumière dans l'univers pour que ça soit brillant. Il n'avait aucun moyen de le prouver, sachant qu'à cette époque, on connaissait la finitude de la vitesse de la lumière. Vous savez que la vitesse de la lumière a une vitesse finie, donc plus vous êtes loin, plus la lumière met du temps à nous parvenir. Moi, je vous vois dans l'amphi tel que vous étiez il y a une fraction de seconde, le temps que la lumière qui a frappé votre visage parviennent à mon œil. Donc dans la vie quotidienne, c'est des effets complètement négligeables, mais quand vous êtes dans l'univers très grand, ce sont des effets qui dominent. Et donc c'est Lord Kelvin, entre 1897 et 1905, je crois, une série de conférences, qui a prouvé par le calcul que effectivement les étoiles avaient une durée de vie très courte par rapport à l'âge de l'univers. Même si à l'époque, ils ne savaient pas comment les étoiles fonctionnaient et ils pensaient que l'univers était éternel, ils n'avaient pas encore cette idée d'univers dynamique. Mais malgré ça, il a, à facteur 100 près, mais ça marchait, trouvé la bonne réponse. Donc tout allait bien au début du XXe siècle. La nuit est noire parce que les étoiles rayonnent peu en temps et donc l'univers est suffisamment grand pour que la lumière accumulée ne soit pas brillante. Donc la nuit est noire, tout va bien. Et là, patatras, en 1929-31, Edwin Hubble découvre que les galaxies s'éloignent de nous. Les galaxies, ce sont des grands ensembles d'étoiles qui sont massives, qui s'éloignent de nous.
Alors il aurait pu dire qu'on est le centre de l'univers, mais non. En fait, il y a le principe cosmologique qui a été établi après, ou à peu près en même temps, qui est que l'univers est homogène, et donc il n'y a pas de place privilégiée. Et donc en voyant cet univers s'étendre, ce qui n'était pas du tout anticipé. Enfin, en fait, ça gênait plutôt tout le monde qu'autre chose. Mais enfin bon, les observations sont les observations. Hein, on ne demande pas l'avis aux gens. La science n'est pas démocratique hein, de ce point de vue-là. Si on avait fait voter les gens, eh ben non, voilà, ça s'étend. Et donc Hubble s'est appuyé sur la théorie, la relativité générale et pas mal d'autres aspects théoriques pour effectivement analyser ces observations, avoir un cadre théorique. Vous voyez, la science, hein, ce n'est pas que des observations et puis on fait une petite analyse dans son coin. Hein. Il faut des observations, mais il faut un cadre théorique avec. Il faut mettre les deux. Parce qu'une observation sans cadre théorique, c'est rien. Et une théorie sans observation, c'est quelque chose de prédictif dont on a besoin, et c'est très bien. Mais tout seul, c'est bien d'avoir des mesures quand on peut aussi. Et donc, Hubble et d'autres, hein, Einstein, tout ça, l'abbé-le-maître et tout, sont arrivés à la conclusion qu'une description réaliste de l'univers, c'était un univers en expansion. Alors, expansion dans quoi ? Dans rien, c'est l'univers qui s'étend lui-même. 4 dimensions, ça s'étend. Alors, c'est compliqué à comprendre, mais voilà. Je ne dis pas que c'est comme ça, mais c'est la description la plus fiable qu'on ait aujourd'hui. Et donc, Gamow, dans les années 50, après la guerre, Deuxième Guerre mondiale, s'est dit, mais alors si l'univers est en expansion, on va remettre le film à l'envers, et donc on va voir ce qui se passait dans le passé. Donc dans le passé, l'univers était plus dense, hein, puisqu'il était plus petit, entre guillemets. Et donc il a remonté le fil du temps, en disant, et il arrive à un moment où l'univers était très petit, très dense et très chaud. D'autres y avaient pensé avant lui, mais c'est lui qui l'a un peu mieux formulé. Et c'est le modèle du Hot Big Bang, donc le modèle du Big Bang chaud. C'est pas lui qui a donné ce nom-là. Bon, je pourrais vous en parler des heures, mais j'ai d'autres choses à vous raconter. Donc l'idée, c'est que dans le passé, l'univers était très 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 chaud et très très dense, et donc il arrive un moment en physique où vous arrivez à l'équilibre thermodynamique, donc à l'équilibre entre matière et rayonnement, et ça veut dire que l'univers est passé par cette phase d'équilibre, et l'univers ne reste pas insensible à cet état-là, c'est-à-dire que la lumière qui était présente à ce moment-là garde en elle la trace de cet équilibre thermodynamique il y a très 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 longtemps, juste après le Big Bang. Et donc aujourd'hui, y compris aujourd'hui, l'univers est rempli d'une lumière qui témoigne de cette époque reculée juste après le Big Bang. Cette lumière, c'est le fond cosmologique, qui est une, j'allais dire preuve du Big Bang, mais on ne peut pas prouver une théorie, mais en tout cas qui est une prédiction du Big Bang qui s'est avérée être observée. Alors nos amis Arno Penzias et Bob Wilson, dans les années 60, faisaient complètement autre chose. Ils avaient un radiotélescope voilà, pour les satellites, etc. Et ils avaient le détecteur le plus sensible de l'époque, le hélium liquide, et ils ont mesuré dans le ciel un rayonnement qu'ils n'arrivaient pas à comprendre. Ils arrivaient bien à voir l'atmosphère terrestre qui rayonne à ces longueurs d'onde-là, c'est des ondes centimétriques, radio, la Voie lactée, etc. Mais ils avaient toujours un rayonnement qu'ils n'arrivaient pas à expliquer au-delà du bruit de leur détecteur. Et ils sont allés voir leurs collègues théoriciens de Princeton. Ils leur ont dit on a un signal bizarre, etc. Alors les mecs sont devenus blancs. C'était que des mecs à l'époque. Ils sont devenus blancs et ils disent vous avez découvert le fond cosmologique que nous on a prédit. Et ils étaient en train de mettre une manip de labo dans leur fenêtre pour essayer de détecter le fond cosmologique. Et eux, de manière complètement fortuite, l'ont découvert alors qu'ils ne le cherchaient pas. Mais vous voyez qu'il faut les deux. Il faut les observateurs qui ont fait une observation absolument majeure et très impressionnante, et les théoriciens, Wilkinson, Peebles, etc., qui leur ont dit voilà ce que vous avez vu, parce que nous, on l'avait prédit et on le cherchait. C'est ce fameux rayonnement qui embellit la nuit noire. Alors la nuit est noire pour nos yeux, mais elle est brillante pour les ondes centimétriques. L'univers est rempli de lumière, qui est le résidu lumineux du Big Bang. Alors Penzias ont eu le prix Nobel dans les années 70, et puis les théoriciens n'ont rien eu. Tant pis pour eux. Alors voilà ce qu'ont mesuré Penzias et Wilson. Voici une image du ciel. Alors le ciel, hein, vous savez, on peut le représenter comme une sphère, hein, mais toute sphère peut être projetable sur un plan sous forme d'un ovale, un peu comme une map monde, sauf que là, ce n'est pas le monde, c'est le ciel. Et ce qu'ont découvert Penzias et Wilson, donc en 64, publié en 65, c'est un rayonnement complètement homogène dans toutes les directions du ciel. Si vous mettez une antenne un peu spéciale, vous verrez ce rayonnement. Maintenant, la techno a beaucoup avancé. Et ce rayonnement a une température de 3 Kelvin, équivalent, donc moins 270 degrés, si vous ne connaissez pas les Kelvin. Donc c'est un rayonnement très très froid qui baigne l'univers. Alors il est froid aujourd'hui, mais si vous remontez dans le temps,
vous arrivez bien à ces fameux 3000 degrés quand l'univers était plus chaud et plus dense. On a des moyens de faire ça. Et surtout, il a un rayonnement parfait de corps noir. Le corps noir est un corps hypothétique en physique qui traduit l'équilibre thermodynamique entre matière et rayonnement. Et ben, si vous demandez à des gens de vous citer un corps noir le plus parfait possible dans le monde naturel, les étoiles ne sont pas des corps noirs, je ne sais pas si Yveline me contredira, mais c'est un corps noir complètement perturbé, absorbé, etc. Mais le corps noir le plus parfait qu'on connaisse dans la nature, c'est l'univers lui-même, le fond cosmologique. Après, évidemment, dans les laboratoires, on fait des corps noirs beaucoup plus précis. Découverte majeure, parce que ça traduit le fait que l'univers est vraiment dynamique. Il y a eu un début, il était très chaud, aujourd'hui il se refroidit et il s'étend. Comme je vous disais, ce n'est pas des élucubrations de gens un peu qui ont trop bu ou trop fumé ou que sais-je. C'est la nécessité d'interpréter les observations dans un cadre théorique qui nous impose ça. Que ça nous plaise ou pas, ce n'est pas la question. Donc on est dans un univers dynamique en expansion. Et d'ailleurs Einstein lui-même n'aimait pas l'idée d'un univers dynamique. Maintenant, on va zoomer sur cette image, non pas spatialement, mais en intensité. On va faire un zoom d'1 million pour voir les petits détails. Et vont apparaître les fluctuations du fond cosmologique. Donc c'est l'image du satellite Planck, je vais vous dire comment on l'a obtenue. Mais cette image est absolument extraordinaire. Elle est récente, elle date d'il y a quelques années. Et elle montre des tout petits grumeaux, tout faibles, il y a 10-5 en relatif, donc des microkelvins en équivalent température. Et ces petits grumeaux sont les vibrations du tout début de l'univers. Alors on ne les voit pas bouger parce qu'ils ont été gelés, et puis c'est la lumière qu'on voit, c'est plus les vibrations. Mais ce sont les toutes premières vibrations de l'univers que l'on puisse voir. Et ces vibrations, ces petits grumeaux, sont en fait des surdensités, des sous-densités de matière, très petites. Et à partir de ces grumeaux vont se former les amas de galaxies, les étoiles, les planètes, etc. Donc c'est vraiment les germes de l'univers que nous observons aujourd'hui avec des galaxies et toute la structuration qu'on connaît. Donc c'était quelque chose de très très difficile à obtenir, et c'était prédit dans les années 90 que l'univers devait avoir des mini-fluctuations qui permettent d'expliquer pourquoi nous sommes là en quelque sorte. Alors à l'époque où c'est sorti, il y a quelques années, on a eu la presse qui a pas mal abordé nos résultats, enfin qui a relaté nos résultats, y compris aux États-Unis, ce qui n'était jamais arrivé pour une mission européenne. Il y a juste Le Monde qui s'est un petit peu trompé de figure, qui s'est dit on va mettre l'image, donc c'est l'image brute, où il y a plein de choses qui nous gênent, et en fait le fond cosmologique, ce sont les petits grumeaux qui sont derrière. Alors le fond cosmologique, c'est donc une variation de luminosité et de température, mais il y a aussi de la polarisation. J'ai dû choisir dans ce que j'allais vous aborder avec vous aujourd'hui, donc je ne pourrais pas tout aborder, mais s'il y a des questions, je pourrais en parler. On mesure la polarisation, et ça c'est extraordinaire, puisque la polarisation nous donne la dynamique des vibrations. Alors je rappelle, on voit juste nous des images, parce que l'univers est trop loin, etc. Et les phénomènes sont des échelles de temps beaucoup trop longues par rapport au temps de mesure. Mais donc on voit ces vibrations, là c'est comme si elles étaient prises en photo gelées, mais avec la polarisation, on voit leur vitesse. Alors, je fais un mouvement comme ça, on ne les voit pas bouger, mais on voit leur vitesse, ce qui nous permet de dire ça bougeait vite, ça bougeait pas vite. Et ça, c'est extraordinaire. Et on peut même, mais ça, on n'a pas encore réussi, donc c'est ce que je dis, ça trace la dynamique des vibrations à la recombinaison, c'est le terme technique recombinaison de cette époque-là, mais aussi, et ça, on ne l'a pas encore vu, mais on est en train d'y travailler, on pourrait détecter les ondes gravitationnelles primordiales émises juste après le Big Bang, qui sont indétectables par tous les détecteurs qui sont en train d'être montés. Mais en fait, pour faire une histoire courte, parce que je prends du temps, mais les ondes gravitationnelles sont émises juste après le Big Bang, pendant l'inflation cosmique, et elles se propagent dans l'univers, et en se propageant dans l'univers, elles perturbent la polarisation qu'on voit ici. Et ça, on sera en mesure de le détecter, mais ce n'est pas encore fait. Alors, les grandes questions en cosmologie qui se posent, la cosmologie, c'est l'étude de l'univers dans son ensemble. Alors, il y a plein de questions, mais moi, je les résume en deux familles. C'est pourquoi tout d'abord, au début, l'univers est-il très homogène? Parce qu'on le voit sur cette image du fond cosmologique, les vibrations sont toutes petites. Donc en fait, l'univers est super homogène, à 10-5 près. Ce qui n'est pas super évident, parce que l'univers s'est étendu beaucoup, il y a eu beaucoup de temps, et le fait que tout soit à la même température, quasiment parfaitement, a posé question. Et puis, à partir de cette époque-là, à peu près 370 000 ans après le Big Bang, comment se fait-il qu'on ait des galaxies aujourd'hui et des amas de galaxies? Tout ça, c'est un amas de galaxies à droite, ça c'est une galaxie à gauche, prise par Spitzer, de la NASA, sur lequel j'ai eu la chance de travailler quand j'étais à la NASA il y a quelques années, pour obtenir ce genre d'image.
Et on n'arrive pas à comprendre comment on passe des petits grumeaux là-bas jusqu'aux galaxies ici aujourd'hui, sous l'action de seulement la gravité, parce qu'en fait, si on calcule la matière qu'il y a autour de nous, il n'y a pas assez de matière. Donc il faut qu'on invoque ce qu'on appelle le modèle lambda CDM. CDM veut dire Cold Dark Matter, donc matière noire froide. Et lambda veut dire constante cosmologique pour expliquer l'expansion accélérée de l'univers. Donc en fait, si on ne met pas de matière noire, on n'arrive pas à expliquer la formation des galaxies. Alors peut-être qu'on se plante, hein. Personne n'a jamais vu de la matière noire encore, mais en tout cas, s'il n'y en a pas, on comprend rien. Ce qui est aussi une autre possibilité. Et puis pour expliquer l'homogénéité de l'univers, on invoque des phénomènes dits d'inflation cosmique qui ont plein de bonnes propriétés. Pareil, je pourrais vous en parler des heures. Mais... Alors, quelle est l'histoire de l'univers telle qu'on la comprend aujourd'hui? Alors, clin d'œil au titre du livre. Oui, alors le livre que j'ai écrit, qui est un livre de vulgarisation, en fait, c'est pas moi qui ai choisi le titre, c'est mon éditrice, que j'aime beaucoup par ailleurs, mais donc appelé ça le côté obscur de l'univers. Et donc, comme le titre a été choisi après que le livre a été écrit, j'ai pas pu mettre des références de Star Wars dans le livre. Donc, j'en profite pour en mettre dans les conférences. Alors, il se trouve que j'ai appris cet été que mon livre allait être réédité, donc là, j'ai rajouté des références à Star Wars. Moi, j'aurais voulu appeler le livre 52 nuances d'univers avec Planck. Je trouvais que c'était beaucoup mieux, mais elle a dit non. Alors 52, parce que Planck a 52 bolomètres, 52 détecteurs, je vais en parler après. Ce n'est pas un chiffre pris au hasard. Alors voilà l'histoire de l'univers. Vous voyez que cette histoire, qui paraît peut-être abracadabantesque, vient de choses très précises, mesurables, avec des fondements théoriques. Ça ne veut pas dire qu'on a bon, hein. Moi, j'aime bien dire de manière à peine provocative que la vérité, on s'en fout en science. Ce qui compte, c'est que la démarche soit vraiment carrée. C'est-à-dire qu'il y ait des observations, il faut qu'on s'assure qu'elles soient non biaisées, ou si elles sont biaisées, il faut qu'on comprenne les biais. Et puis, il faut qu'on ait des théories qui permettent à la fois de prédire des phénomènes et de les analyser. Si on a ça, moi, je trouve qu'on est déjà pas mal. Alors, vous avez le Big Bang. Vous avez ensuite une expansion très très accélérée qui dure à peu près 10 puissance moins 32 secondes, qui s'appelle l'inflation cosmique. Et ensuite, pendant jusqu'à quelques minutes, vous avez la nucléosynthèse des éléments légers, c'est-à-dire tout l'eau dont nous sommes faits, hein, H2O, tout l'hydrogène, H, a été synthétisé à ce moment-là, durant les 3 premières minutes de l'univers. Donc hydrogène et hélium. Tout l'hydrogène et l'hélium qui est autour de nous est synthétisé en très grande majorité, en tout cas pour l'hydrogène, la totalité, juste après le Big Bang. Ensuite, donc, l'univers se refroidit. Hein. Donc, au moment de la recombinaison, c'est là où la lumière se découple de la matière, parce qu'il n'y a plus de plasma, c'est-à-dire que les électrons ne sont plus libres. Donc, c'est le fameux fond cosmologique, donc, qui a été relâché à peu près 370 000 ans après le Big Bang. On appelle ça CMB, Cosmic Microwave Background, donc fond cosmologique micro-ondes, parce qu'on l'observe mieux dans les ondes radio. Et cosmique parce que c'est cosmique, et background parce que c'est un fond diffus. Et c'est le dernier découplage. Ensuite, il y a les âges sombres, c'est-à-dire qu'il ne se passe pas grand-chose dans l'univers, parce que vous n'avez que des atomes éparpillés, et vous n'avez pas encore d'étoiles. Et ces atomes, c'est de l'hydrogène neutre pour l'essentiel. Donc l'hydrogène neutre, il ne se passe pas grand-chose. Donc il faut attendre que la matière noire... Alors il y a déjà de la matière noire. Pour qu'on arrive à expliquer tout ça. Hein. Pareil, je ne dis pas qu'il y en a en vrai, mais en tout cas, le modèle qui marche bien, c'est avec de la matière noire. La matière noire est déjà un petit peu condensée, et donc la matière ordinaire, les atomes, peuvent, par gravitation, se condenser aussi, et puis former les premières générations d'étoiles. On appelle ça la rayonisation, parce que les premières générations d'étoiles, elles émettent beaucoup d'énergie, elles rayonisent tout ce qui est autour d'elles, l'hydrogène neutre notamment. Et donc il y a toute cette phase qu'on commence à observer aussi, et puis après, vous avez du temps, donc là, je crois que j'ai mis des échelles de temps. Donc tout début, ce qui se passe, c'est la nucléosynthèse. Ensuite, vous avez la réionisation. Vous êtes à peu près à 380 000 ans. Là, vous avez entre 1 et 7 milliards d'années la formation des structures. C'est ce qu'on appelle, c'est le terme qu'on utilise, c'est-à-dire formation des galaxies et des amas de galaxies. Et puis les baryons, qui sont les atomes ordinaires, se mettent dedans, se refroidissent, forment des étoiles et chauffent le milieu. Et donc tout ça suit son bonhomme de chemin. Et puis jusqu'à très récemment, vous avez les amas de galaxies qui se forment. Et puis surtout, vers 0... Alors j'utilise la notion de redshift, qui est une unité très pratique, qui mêle temps et espace, parce que en cosmologie, temps et espace sont imbriqués, hein, c'est à 4 dimensions. Donc je ne sais plus combien ça fait, ça doit faire 2 milliards d'années à peu près depuis aujourd'hui. L'univers, en expansion toujours, mais est en expansion accélérée. On ne comprend pas pourquoi, mais c'est ce qu'on observe.
Donc voilà l'histoire rapide de l'univers qui est étayée par des observations et par des modèles, même s'il y a des grandes inconnues sur la matière noire et l'énergie sombre notamment. Alors voilà le plan. Voilà. Alors pour étudier tout ça, cette première lueur de l'univers, ce fond cosmologique, on a conçu le satellite Planck, en particulier en France, et en particulier à Orsay. Alors voilà le lancement il y a quelques années. Alors on n'en menait pas large, hein, c'était une belle Ariane 5. Donc le véritable lancement depuis Kourou de cette belle manip. Donc là, on a très peur en général. J'ai fait plusieurs lancements, mais à chaque fois c'est pareil. Donc là, c'est une simulation, c'est plus des vraies images. Donc là, vous avez le largage des EAP, donc étage d'accélération à poudre. Vous êtes toujours dans l'atmosphère. Une fois que vous êtes hors de l'atmosphère, vous avez le largage de la coiffe. Et ensuite, vous lâchez Herschel, qui est un autre grand satellite de l'Agence spatiale européenne, sur lequel j'ai aussi travaillé, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui, pas beaucoup. Vous dégagez le chemin pour pas que ça fonce. Vous éjectez le SILDA, système lancement double Ariane. Et là, vous avez le satellite Planck. Vous redécalez pour ne pas avoir de collision. Vous mettez en rotation avec les petits thrusters. Et hop, vous lâchez Planck. Et mission accomplie pour Ariane Espace. On avait demandé 10 km par seconde d'injection et on a obtenu 9,97 km par seconde. Donc on était très contents. Et au bout de 8 heures, vous dépassez la Lune, parce qu'on était à vitesse grand V. Et vous dépassez la Lune, parce qu'on voulait toujours avoir le Soleil, la Terre et la Lune dans le dos pour observer cet univers très très froid. Il ne s'agissait pas que la Lune passe devant nous. Et donc on allait au point de Lagrange L2 du système Terre-Soleil. Et pendant plusieurs années, Planck a tourné, comme ça il a fait des ronds dans le ciel, en tournant et en faisant des anneaux chaque jour. Et puis chaque jour il se décalait. Donc là on a un peu accéléré le mouvement. Et voilà la stratégie de Planck. C'est d'avoir tout le ciel, et on voit ni la Terre, ni le Soleil, ni la Lune, parce qu'ils sont dans le dos. Donc on reconstitue une image où il n'y a ni la Terre, ni le Soleil, ni la Lune sur les images. Après, on a enlevé les planètes parce qu'elles nous gênaient. Et voilà l'image du satellite Planck. Alors Planck observe dans les ondes millimétriques. Ce ne sont pas des images visibles. On ne voit pas d'étoiles. Ah oui, ça se remet. Bon. Pourquoi on a choisi les ondes millimétriques? Parce que c'est là où le fond cosmologique est le plus brillant. Alors voilà l'image du satellite Planck. J'aime bien cette image parce qu'en fait on ne comprend rien, mais c'est joli. C'est déjà pas mal. Hein. L'esthétique est aussi importante en sciences. Et donc, alors, il se trouve que je connais un petit peu. Donc je repère ici le miroir primaire, vu de haut, et puis le détecteur principal qui est ici, HFI, qu'on a fabriqué avec nos petites mains. Et puis ici, c'est son image déformée par le miroir secondaire. Donc vous voyez, c'était un gros bébé, à peu près 4 mètres par 4 mètres. La lumière arrivait par là, était réfléchie là, et allait vers le détecteur central ici. Et alors la clé du système, c'est ça. C'est HFI, High Frequency Instrument, donc l'instrument qu'on a fabriqué à Orsay, mais avec 500 collègues, 13 pays, voilà, j'en passais des meilleurs. Il y avait beaucoup, on ne peut pas faire ça à un seul laboratoire. Une vingtaine d'années de développement, des millions, j'en passais des meilleurs. Mais l'idée, c'est que en fait, ce sont des guides d'ondes qui attrapent la lumière et qui est détectée à l'intérieur à 0,1 Kelvin avec des bolomètres refroidis à 0,1 Kelvin. Technologie qui n'avait jamais été lancée auparavant. Les Américains ne savent pas faire, les Russes ne savent pas faire, les Japonais ne savent pas faire, il n'y a que les Français qui savent faire. Et donc, il y a les fameux 52 détecteurs qui sont cachés là-dedans. Alors, c'est un succès technique, parce que souvent dans les conférences, on parle de la science, c'est formidable, etc. Mais on parle rarement de la technique qu'il y a derrière. Alors moi, je ne suis pas ingénieur ni technicien, alors j'y connais rien, mais c'est quand même important d'en parler, parce que les métiers de la recherche, je vois qu'il y a une audience assez jeune, les métiers de la recherche, ce n'est pas que l'astrophysicien qui est devant vous, qui raconte la belle science, c'est aussi de très nombreux personnels dans les laboratoires, ingénieurs, techniciens, aussi les administratifs qui gèrent le budget. Comme je dis souvent, moi j'aimerais bien gérer moi-même le budget du labo, les 3 millions du labo, mais alors ça va faire il y aura guerre civile au bout de 10 minutes, parce que j'attribuerai les budgets là où ça m'intéresse et pas forcément là où s'intéressent les autres. Donc il faut des professionnels de la gestion aussi pour gérer les laboratoires et donc tout ce travail. Et donc ça, c'est des aspects techniques. Là, c'est le nombre de jours, donc vous avez typiquement 2 ans, un peu plus de 2 ans. Et vous voyez la stabilité de notre détecteur. Vous voyez l'échelle, c'est en Kelvin. La stabilité est bonne sur 2 ans à 0,1 millikelvin. Ça n'a jamais été atteint dans une manip spatiale. Et c'est nous, les Européens, qui l'avons fait, notamment avec le labo de Grenoble, l'Institut Néel, qui a conçu le système de refroidissement, et puis l'IAS pour la maîtrise d'œuvre. Donc la clé du succès, c'est cet exploit technique sur 2 ans. Quand la manip a été acceptée en 1996, moi j'étais en DEA à l'époque, M2 aujourd'hui, ce système de refroidissement
n'avait fonctionné que quelques heures. Et les ingénieurs ont dit, dans 5 ans, on saura faire un truc qui marche 2 ans d'affilée. Et le CNES et l'ESA ont dit, banco, ils ont financé tout le système. Et ça marche. Donc il y a aussi une prise de risque. Alors le signal que vous voyez dans Planck, je ne veux pas insister, mais ce sont des courbes comme ça en fonction du temps, avec plein de trucs qui nous gênent. Et quand on nettoie les données, on obtient ça. Voilà. Pareil, des mois de travail, j'en passe, et des meilleurs. Alors les images de Planck, c'est ça. C'est 9 images sur le ciel. C'est tout le ciel que vous voyez, à des longueurs d'onde différentes, fréquences de 30 gigas jusqu'à 800 gigas, typiquement quelques centimètres jusqu'à 300 microns, 400 microns. Les 3 images du haut proviennent de l'instrument italien et les 6 images du bas de notre instrument HFI sous responsabilité française. Vous voyez que le ciel a une tête un petit peu différente selon les longueurs d'onde que vous utilisez. Et c'était à dessein qu'on a utilisé 9 couleurs. Parce que nous, ce qui nous intéresse, ce sont les petites fluctuations du fond cosmologique que vous voyez en haut. Mais ce n'est pas marqué dessus sur coucou, moi je viens du fond cosmologique, ou coucou, moi je viens de la galaxie. Oui, ce qui est devant, c'est la Voie lactée, notre galaxie. Ce n'est pas écrit dessus d'où vient la lumière. Et c'est à nous de séparer tout ça. Et pour bien séparer, il faut plusieurs couleurs pour permettre de bien analyser le signal et discriminer d'où ça vient. On a aussi de la polarisation. Je vous montre quelques belles images de polarisation où on voit des zones dans notre Voie lactée avec les champs magnétiques. Donc en fait, là, vous avez des champs magnétiques qui dans notre Voie lactée qui font que la matière s'écoule et puis forment des étoiles dans le plan de la galaxie. Ça, c'est une galaxie, le nuage de Magellan. Je fais un zoom sur quelques belles images. Et d'ailleurs, mon collègue Marc-Antoine Méville-Deschênes, qui a fait cette image, a utilisé un code qui vient de l'océanographie pour visualiser les courants océaniques. Donc vous voyez que ça sert aussi en astrophysique pour visualiser les champs magnétiques dans la Voie lactée. Donc ce qui est compliqué, c'est comment à partir de toutes ces images, on obtient cette fameuse image de l'univers juste après le Big Bang. Alors je ne vais pas être très long, je vais vous dire juste la méthode en gros. La méthode, ne soyez pas effrayés, c'est la fréquence d'observation et l'intensité, pour faire simple. Et en fait, la Voie lactée a les poussières dans la Voie lactée ont une signature spectrale différente du fond cosmologique qui est en bleu. Oui, pardon, ça c'est. Donc en fait, on utilise le fait que, par exemple, ici, la Voie lactée est plus brillante que là, et on discrimine ça pour extraire le fond cosmologique. Je pourrais répondre à vos questions si vous voulez. Et donc on obtient comme produit final ce genre d'image, le fond cosmologique qui nous intéresse, mais aussi tout ce qui nous gêne qui est devant. Alors ici, vous avez le rayonnement synchrotron de la Voie lactée, le rayonnement Bremsstrahlung-Free de la Voie lactée, le rayonnement de la poussière qui tourne, parce que spinning dust, il y a tout un tas de types de poussière dans la Voie lactée. C'est presque pire que dans un garage mal nettoyé. Vous avez la poussière ici, vous avez les raies de CO, oui, parce qu'il y a des molécules aussi qui rayonnent, qui nous gênent, enfin, qui sont utiles pour étudier la Voie lactée, mais qui nous gênent pour nous. Et donc au final, vous obtenez ça. Cette fameuse belle image qui montre les toutes petites fluctuations. Mais en fait, cette image, c'est une image, disons, de communiqué de presse, parce que vous voyez peut-être la zone en gris ici. Cette zone en gris, c'est la zone dans laquelle on a interpolé les données, parce que la Voie lactée est trop brillante, et donc on a dû interpoler. Et pour l'analyse scientifique, on n'utilise que les données qui sont dans cette zone au-dessus et en dessous, et à l'exclusion des petits ronds, là où on n'avait pas de données. Et d'ailleurs, c'est tellement difficile d'obtenir des données précises qu'en fait, on a délivré à la communauté, tout ça est disponible sur le web, vous tapez Planck ESA Archive, Planck Legacy Archive, qu'en fait on a délivré 3 types d'images. Parce que les méthodes qu'on utilise, on les a intensivement testées avec des grosses simulations numériques, et on voit que chaque méthode d'extraction du fond cosmologique, ici en intensité, ici en température, ont à chaque fois des biais. Il n'y a pas de méthode parfaite en science. Donc on a délivré 3 images avec des méthodes différentes qui chacune ont des avantages et des inconvénients, mais qui sont différents chacun des autres. Donc selon le type de science que vous voulez faire, vous prendrez une image ou une autre. Je passe ça. Alors Planck n'est pas le seul dans la vie. Il n'est pas le clone de missions antérieures, mais il est vraiment le successeur. Bon, j'essaie de trouver une transition. Hein. Et donc, dans les années 90, vous aviez Kobe de la NASA, qui a obtenu la première image et qui a obtenu 2 prix Nobel. Donc c'était vraiment extraordinaire. Dans les années 90, les années 2000, WMAP, toujours américain, a obtenu des résultats tout aussi exceptionnels. Et puis nous, un petit peu après, des résultats encore plus exceptionnels, bien entendu. Alors, ce n'est pas l'histoire des sciences, mais les 2 manips WMAP et Planck ont été décidés la même année, en 96.
Alors pourquoi les Américains ont réussi à faire voler leur manip 10 ans avant nous, à peu près, alors que tout a été financé et décidé la même année? Alors est-ce que c'est parce que les Européens sont plus lents, voilà, on prend plus de temps, etc. Non, c'est parce qu'on a développé une toute nouvelle technologie qui a nécessité du temps. C'est ce fameux bolomètre refroidi à 0,1 Kelvin dans l'espace, parce qu'au sol on y arrive, mais dans l'espace c'est hyper compliqué. Et les Américains avaient utilisé des technologies améliorées, mais qui étaient disponibles. Et il a fallu 10 ans de développement, mais le gain était là, c'est-à-dire que notre observation de Planck équivaut à peu près 1000 ans d'observation de WMAP en termes de rapport signal sur bruit. Donc il y a vraiment un saut breakthrough, un saut majeur technologique qui nous a permis de faire ça. Alors maintenant, comment on obtient les résultats sur le fond cosmologique? Donc j'essaie de finir en 10 minutes. On est dans les temps, si je prends 10 minutes. Ce que vous faites, c'est que vous prenez votre signal total du fond cosmologique. Vous savez, l'image qui était en forme d'ovale, en fait, c'est une sphère. Et vous la décomposez en petites fluctuations, moyennes fluctuations et grandes fluctuations, sauf que vous le faites de manière continue. Alors pourquoi on est obligé de faire ça? Parce que la théorie ne nous prédit pas où il y aura des points rouges et des points bleus. Elle nous prédit statistiquement, il y aura tant de fluctuations à petite échelle, tant de fluctuations à moyenne échelle et tant de fluctuations à grande échelle. C'est un peu comme la météo. La météo vous dit il va pleuvoir entre telle heure et telle heure. Elle ne vous dit pas au-dessus de votre maison, il y aura un cumulus ou un cumulonimbus à 13h05 et 59 secondes. Ça ne vous dit pas des choses aussi déterministes que ça. Ça vous donne des choses statistiques. En cosmologie, c'est pareil. On n'a pas une prédiction précise, point à point, qui ne nous servira à rien d'ailleurs, mais on a des prédictions globales. Donc pour passer de notre observation à une comparaison théorique, il faut qu'on passe nos observations dans une moulinette qui fasse de la statistique de notre signal. Je dirais même plus, les observations qu'on a ici proviennent que d'un seul univers. Nous n'avons qu'un seul univers. Mais la cosmologie nous prédit, ça sont des simulations, nous prédisent des milliards d'univers, ce sont des réalisations statistiques. Donc on est confronté à deux problèmes. Le premier, c'est comment prendre notre seule observation de notre seul univers et la convertir dans ce diagramme-là. Ça, c'est ce que j'expliquerai juste après. Deuxièmement, si on a des résultats, parce qu'on aura des résultats, est-ce que ça sera significatif? C'est comme si vous faites une mesure en TP, vous avez tous fait des TP dans votre vie, j'imagine. Vous faites qu'une seule mesure, et vous avez une théorie à côté. Et si votre point ne tombe pas dessus, qu'est-ce que vous faites? À part de refaire la manip ou de tricher, ou etc., ce qu'on a tous fait dans notre jeunesse, dans les TP. Pas ailleurs, évidemment. Là, vous n'avez qu'un seul point et qu'une seule courbe. Si ça ne matche pas, qu'est-ce que vous faites? Vous dites ma théorie est foireuse ou mes données sont foireuses. C'est hyper compliqué. Donc en fait, on a tout un arsenal statistique qui permet d'évaluer la cohérence entre la seule observation qu'on a, parce qu'on n'a qu'un seul univers, même si on a des milliards d'observations, mais au final, on n'a qu'un seul univers, et un modèle statistique d'univers. Donc en fait, c'est très profond, toute la science en général, mais c'est très profond. Quand les gens disent, là je vous conseille les livres d'Aurélien Barraud sur qu'est-ce que la vérité en science, etc., parce que je ne suis pas toujours d'accord avec Aurélien, qui est un ami, mais là je suis super d'accord sur cette notion-là. La vision un peu poppérienne qu'on a il suffit d'une observation pour tuer toute une théorie, etc., dans la vraie vie, c'est pas exactement comme ça. Parce que vous allez voir, il y a des observations qu'on a qui sont proches de la théorie, mais pas pile dessus. Alors vous dites, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, ça tue ma théorie, mais pas complètement. Oui, c'est très compliqué. Et en fait, la vraie science, c'est ça. Donc, comment on procède? On prend notre image, on la passe dans une moulinette qui la décompose en différentes échelles. Alors pour ceux qui connaissent les harmoniques sphériques, on a ça aussi en physique quantique. On fait une corrélation et on met ça on décompose les fonctions on décompose notre signal sur la base des fonctions sur la sphère. Ceux qui ne connaissent pas, c'est pas grave. C'est un peu comme une transformée de Fourier. Si vous ne connaissez pas la transformée de Fourier, c'est pas grave non plus. Sauf que la TF, c'est en général c'est sur des espaces plans. Là, c'est en espace courbe. Voilà, c'est la seule subtilité. Bref, ce qui compte, c'est que on prend nos petites fluctuations et on les met dans ce diagramme-là. Et là, on fait tourner des millions et des millions et des millions d'univers sur les gros calculateurs que le CNES nous a payés. Le CNES, c'est l'Agence spatiale française. Et on met nos points d'observation. Et c'est là qu'on dit, est-ce que c'est bon ou pas? Alors, il n'y a pas de réponse unique. La réponse, elle est ici. Ici, on a tracé 3 paramètres. La constante de Hubble, la densité de matière, et puis
bref, un truc qui est lié à l'inflation, la pente du spectre initial des fluctuations. Enfin, je ne vais pas trop m'apesantir là-dessus. Et tous les points que vous avez ici marchent, entre guillemets. C'est-à-dire tous les points sont à peu près compatibles avec les modèles, y compris ceux qui sont loin ici, là en bas à droite, ou en haut à gauche. Sauf que comme on fait ça des millions et des millions de fois, on se rend compte que quand même, il y a des modèles privilégiés en termes d'occurrence. Statistiquement, il y a plus de chances que ça tombe là que là, même si ces modèles marchent. Ils marchent tous, ceux qui sont sur la figure. Et donc, on a une vision statistique de nos paramètres. On appelle ça une marginalisation, c'est-à-dire qu'on dit, on projette sur cet axe et on dit, oméga m vaudra 0,32 ou je ne sais pas combien, et H0, voilà, 68 ou 67 et des brouettes. C'est comme ça qu'on obtient les paramètres cosmologiques. Il y a de la notion de statistique et d'analyse absolument très très fine. Et là, je vous fais un résumé. Et on obtient le fameux camembert cosmique qui nous donne la composition de l'univers. Alors, je vais vous donner quand même une idée de l'accord entre la théorie et les observations. Vous aussi, dans cet espace qu'il n'est pas nécessaire forcément de comprendre, qui est en gros l'échelle sur le ciel, grande échelle à gauche, petite échelle à droite, mais peu importe. Et là, c'est l'intensité du rayonnement. Ça, c'est les points de mesure de Planck. Ça, c'est le meilleur modèle à 6 paramètres seulement. C'est-à-dire que vous arrivez à décrire le tout début de l'univers avec seulement 6 paramètres. Et voilà l'accord. Même en TP, on ne fait pas aussi bien que ça. En tout cas, pas dans ma fac. Donc, vous voyez, il y a un accord essentiellement parfait. Alors, quand on regarde dans les détails, là, on a mis une échelle qui se dilate sur ce qu'on veut. On voit que l'accord, là, il est un petit peu funky. Là, ce n'est pas un si bon accord. Et là, gros problème, parce que chaque point, en gros, ce point-là, c'est tout le ciel. Vous n'avez qu'un point. Vous ne pourrez jamais en avoir deux. Vous n'avez qu'un seul ciel, qu'un seul univers. Là, vous n'avez que quelques points. En gros, là, vous avez une très faible statistique. Le bruit, là, ce n'est pas les mesures de Planck. Le bruit, c'est ce qu'on appelle la variance cosmique. C'est le fait que vous n'avez qu'un seul univers et pas beaucoup de points de mesure. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, vous retirez quelque chose de cette conférence, plein de choses, mais en particulier le fait qu'on est limité par avoir un seul univers. Donc, si un jour vous rencontrez un petit génie dans une lampe qui vous donne des vœux, si on est plusieurs à faire ça, vous lui dites, est-ce que je peux avoir plusieurs univers? Comme ça abaissera mes barres d'erreur ici. Voilà le vœu que je formulerais si je croisais un génie un jour. Et on fait pareil avec d'autres mesures. Bon, je vais pas aller dans les détails, mais ça marche très très bien. Je passe pour aller un petit peu plus vite. Je vais quand même vous donner la revanche des 6 paramètres. Voilà. Le gain de Planck avant, donc ça c'est l'année de publication, et ça c'est la fameuse constante de Hubble qui détermine le taux d'expansion de l'univers. Voilà les mesures avant Planck et post-Planck. Alors, il n'y a pas que nous. Planck, nous, c'est en rouge. Il y a d'autres mesures en bleu et en violet. Et puis, nos prédécesseurs américains, WMAP, ont fait des mesures comme ça. Donc, il n'y a pas complètement accord entre différentes techniques de mesure. Mais vous voyez qu'en fait, on a tué le jeu, kill the game. Voilà, on passe à autre chose. Grâce à Planck, on a vraiment changé d'époque. On a des mesures ultra précises. Et c'est bien, on peut passer à la physique plus compliquée de la formation des galaxies. Alors, voilà une table issue de l'article. J'aimerais attirer, on ne va pas tout lire évidemment, mais j'aimerais attirer votre attention sur la ligne rouge, qui est l'âge de l'univers. 13,79 milliards d'années. Vous voyez la précision? 0,15%. Jamais dans l'histoire de l'humanité, on est arrivé à ce degré de précision de calcul de l'âge de l'univers. Moi, quand j'avais l'âge de certains d'entre vous dans la salle, quand j'étais en DEA, mes profs me disaient, et d'ailleurs c'était eux qui travaillaient sur le sujet, oh là, on ne connaît pas la constante de Hubble à mieux qu'à facteur 2 près. C'est-à-dire qu'à l'époque, moi quand j'étais étudiant, on ne savait pas si l'univers avait 10 ou 20 milliards d'années ou une valeur entre les deux. Et dans ma carrière, et j'ai un petit peu contribué à ça aussi sur ces années de Planck, on a vraiment complètement changé de paradigme, où on a clos tous ces débats sur l'âge de l'univers, etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore des problèmes, mais en tout cas, ces mesures sont ultra précises. Et pareil sur plein d'autres paramètres, mais je vais pas m'apesantir. Alors il y a quand même des petits problèmes, qui est que la composante sombre de l'univers joue un rôle primordial, et là on est un petit peu mal à l'aise parce qu'on ne sait pas trop l'expliquer. Alors la composante sombre, c'est quand vous avez le fond cosmologique, très loin donc, émis à peu près 300 000 ans après le Big Bang, la lumière vient jusqu'à nous, et elle est un petit peu perturbée par les galaxies qui se forment. Et ça, on arrive à le mesurer, et on obtient, je vous passe le détail technique, on obtient cette image que je trouve extraordinaire, qui est la carte de matière noire dans l'univers. C'est nous qui avons sorti la première et la seule sur tout le ciel. Vous avez ici la représentation de la présence de matière noire dans l'univers, qu'on ne voit pas directement, mais dont on voit les effets gravitationnels avec du
weak lensing, enfin je peux vous en parler si vous voulez. Et donc ça aussi, c'est une avancée majeure grâce au satellite Planck. Et avec tout ça, on obtient la carte d'identité de l'univers, ce que j'appelle le camembert cosmique. Donc vous avez à peu près 5% de matière ordinaire, les atomes, un gros quart de dark matter, donc matière noire, et puis 68% de dark energy, donc d'énergie sombre, la densité d'énergie de l'univers aujourd'hui. Et ça marche très très bien à partir des données de Planck et d'autres données que l'on agrège aussi. Alors la question, je vais quand même vous donner une piste, parce que d'où ils sortent ça, sa matière noire et sa dark energy, là. En fait, c'est un peu comme l'air qui est autour de nous. L'air que nous respirons, je pense que personne n'a jamais vu une molécule d'air, enfin, ou une molécule d'oxygène ou d'azote, etc. Personne n'a jamais vu dans cette salle de l'air, rassurez-moi. Pourtant, on sait qu'il existe et on peut mesurer sa température, sa pression, sa densité, même si on ne le voit pas. C'est la grandeur de la physique. On arrive à mesurer les caractéristiques de l'air grâce à une équation d'état. Ça, c'est une des clés de la physique. Et bien, figurez-vous qu'on a des équations d'état pour la matière noire, l'énergie sombre et la matière ordinaire et la lumière et les neutrinos et tout ce que vous voulez. Et quand on minimise nos données par rapport au modèle, on obtient cette équation d'état. Et l'équation d'état nous dit qu'il y a une matière qui est, je vous la fais simple, qui ne rayonne pas, qui est la matière noire, et il y a un fluide, une pression négative, qui est à l'origine de l'expansion de l'univers. Alors ce n'est pas exactement comme ça, mais je vous la fais courte. Et donc, c'est pas parce qu'on ne sait pas ce que c'est qu'on ne peut pas le qualifier et le mesurer très précisément. C'est ce qu'on a fait avec Planck et d'autres manips pour mesurer tout ça. Donc effectivement, il y a des grandes questions. Que sont la matière noire et qu'est-ce que l'énergie sombre? Néanmoins, c'est parfaitement décrit, parfaitement calibré dans nos équations et surtout dans les données, quand on minimise les modèles par rapport aux données. Donc voilà les belles images du satellite Planck. Température, polarisation du fond cosmologique et image de la matière noire froide. Et j'en ai bientôt fini. Les extensions que nous allons pouvoir faire de tous ces travaux, c'est d'abord les ondes gravitationnelles. Je ne vais pas en parler, mais c'est un sujet qui est très chaud, qui est très intéressant. Alors les ondes gravitationnelles détectées directement ne concernent que les trous noirs et les étoiles proches de nous, assez proches de nous, mais c'est très intéressant. Et moi, je m'intéresse surtout à Euclide, parce que je travaille dans Euclide, je suis un des responsables du traitement des données du segment sol. Euclide est une mission de l'Agence spatiale européenne avec très forte contribution française, un peu comme Planck. Mais à la différence de Planck, Euclide va observer dans le domaine visible, donc on aura des belles images. Et Euclide va embarquer la plus grande caméra jamais envoyée dans l'espace pour faire de l'imagerie. 600 millions de pixels, vous voyez la taille, hein, par rapport aux smartphones, aux appareils photo numériques, ça fait rêver. Ben voilà. Et puis surtout, ça résiste dans l'espace, parce que votre smartphone, il tient 1 seconde dans l'espace. Hein. Ça va résister plusieurs années. Et alors, il y a des caméras plus grandes qui ont été lancées, hein, notamment Gaia, mais ce n'était pas pour l'imagerie. Mais pour l'imagerie, ça sera Euclide. Et il n'y a même pas un mois, Thales Alenia Space nous a fendu d'un premier modèle thermique et structurel du satellite, donc pour les tests, qui a l'air de très bien marcher. Donc là, c'est en mode installation, mais voilà à quoi ressemblera Euclide en vrai. Alors je vais passer ça parce qu'il est un peu tard. Et donc je voulais conclure par quelques remarques finales en vous disant que la science, évidemment, c'est super cool. L'astrophysique en particulier, mais pas que. Alors l'intérêt quand même de l'astrophysique, ce que disent mes collègues qui ne sont pas astrophysiciens, qui sont un petit peu jaloux au fond d'eux, qui me disent « ouais, mais c'est trop facile pour vous, vous avez des belles images, etc., pour le public et tout ». Donc c'est vrai, et on en joue et on apprécie, voilà. Parce que nous, on ne peut pas toucher, vous voyez, il y a des physiciens dans la salle, eux, ils peuvent toucher leur manip, mais nous, on ne peut rien toucher, on ne peut que voir de loin. Donc il faut bien qu'on ait des avantages. Donc l'astrophysique, évidemment, produit pour l'analyse scientifique des images très jolies. Donc ça, c'est c'est l'image la plus célèbre du Space Telescope. Il y a aussi... Ah bah tiens, celle-là, elle a sauté. Il y a aussi cette image que j'aime bien, qui n'est pas mes vacances, mais qui est un coucher de soleil sur Mars. Et donc, avec le ciel bleu, hein, le ciel n'est pas rouge au moment du coucher du soleil sur Mars à cause de la pression et de la nature des poussières. Il y a aussi cette image qui est intéressante sur Mars, qui date de 2004, hein, prise par Spirit, qui est la planète Terre vue de Mars. Comme quoi nous sommes rien. Donc, la science produit des images qui vont au-delà de l'analyse scientifique. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle permet d'irriguer l'imaginaire, et ça, donc on est très content parce que ça coûte pas cher et puis c'est très bien. Mais au-delà de ça, ça permet d'avoir aussi une vision du monde, comme par exemple cette image. Alors cette image n'est pas scientifique, hein, c'était les astronautes d'Apollo 8,
mais qui a eu un très très grand retentissement à l'époque, et puis encore aujourd'hui, hein, avec le climat de la planète qu'on essaie de réguler et de sauver, en tout cas pour certains. Cette image montre la petitesse et la fragilité de la Terre. Donc les images scientifiques ont un pouvoir évocateur très très grand, et ça c'est une chance pour que chacun d'entre nous, les citoyens en particulier, puisse se forger une vision du monde, si possible ouverte et ouverte, ce qui est déjà pas mal. Et donc on espère, enfin moi j'espère que, en tout cas l'image du satellite Planck, qui est un peu iconique, même si en général on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière, mais c'est pas grave, participe aussi de la vision du monde qu'on peut avoir d'un univers dynamique, qui a un âge, qui est en expansion. Et alors même si effectivement ça ne nous gêne pas tous les jours de savoir que l'univers est en expansion et qu'il a un âge de 13,79 milliards d'années, c'est quand même intéressant pour l'humain d'avoir une idée de la quête des origines. Et ce sera ma dernière slide. Il y a aussi un truc intéressant. Si on m'avait dit il y a quelques années que je parlerais du fonds cosmologique à des réfugiés, eh ben, j'aurais pas cru. En fait, il se trouve que je suis vice-président de mon université, mais donc j'ai participé à l'accueil de réfugiés que l'État nous avait demandé d'accueillir, ce qu'on a fait de bonne grâce. Et donc, je leur ai organisé plusieurs choses, dont une star party, donc une soirée astronomie. Et donc, à un moment, je me suis retrouvé à parler du fonds cosmologique avec ces réfugiés. Alors là, c'était des Afghans et des Érythréens. En fait, la culture est complètement une caractéristique humaine. Donc on parle d'astrophysique, de musique, de ce qu'on boit dans nos pays respectifs ou de ce qu'on a vécu. Alors eux, ils ont vécu des trucs un peu plus craignos que moi. En fait, la culture rapproche les peuples, et la science est une partie de la culture que je pense qu'il faut propager et de manière raisonnée pour une vision de la société un peu plus ouverte et inclusive. Merci de votre attention. Merci Hervé pour cette magnifique présentation et cette très belle conclusion au niveau société. On va passer aux questions. Ne vous gênez pas. On va passer dans les rangs et même la jeunesse. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Ne soyez pas timide, quelle qu'elle soit, hein, instrumentale, technique. Ok. Bonjour, merci pour la présentation. Je me demandais, donc vous avez présenté 3 images de satellites différents. Est-ce que ces 3 images elles se corroborent les unes les autres? Oui. Elles sont complètement compatibles, heureusement. Alors pour être précis, elles sont compatibles jusqu'à ce qu'on découvre des erreurs. L'image concernait les fameuses 3 images qui étaient là, voilà. Effectivement, elles sont cohérentes, modulo le fait que celle-ci est moins résolue et celle-là. Donc elles sont complètement compatibles, sauf qu'on a découvert un truc quand même, c'est que, je vais vous montrer la figure que j'ai passée vite. Voilà. Ça, c'est le fameux spectre de puissance angulaire des fluctuations. Planck, c'est en bleu, et puis les autres données sont en rouge. WMAP, qui était la version précédente, s'arrêtait à peu près au premier creux ici. C'est-à-dire qu'il n'y avait quasiment pas de recouvrement entre les données spatiales de l'époque et les données sol, qui sont en couleur, de l'époque. Et donc, les gens ont fait ce qu'ils pouvaient, hein, mais on s'est rendu compte après qu'ils ont fait des erreurs. Et donc, nous, on a passé plus d'1 an à ne pas publier nos données parce qu'on était en désaccord avec toute la littérature. Donc, vous venez je vous mets au parfum. Voilà. Vous créez une nouvelle mission spatiale, qui est en gros la mission la plus emblématique de l'Europe. Vous analysez les données, et vous voyez que rien ne colle avec tout ce qui a été fait depuis lors. Vous dites, qu'est-ce que je fais? Je publie ou je revérifie? Vous revérifiez. On a fait ça pendant 1 an. Enfin, moi, je n'ai pas participé directement à ces travaux, mais on a fait ça pendant 1 an. Après, on est allé voir les Américains, puisqu'il se trouve que c'est surtout les Américains qui ont bossé sur les autres planètes, en leur disant, vous ne voulez pas venir voir là, parce qu'on voudrait être sûr de ne pas faire de bêtises. Et on s'est rendu compte qu'en fait, tout le monde s'était un peu planté. Et c'est notre manip, grâce à son extension en angle, c'est-à-dire des grandes échelles jusqu'aux échelles intermédiaires, ne souffrait d'aucun artefact, et en fait tout le monde s'est recalé sur nous. Donc en gros tout le monde était d'accord, mais on a vu quand même des désaccords qui étaient juste dus au bruit, hein, c'était pas, ça fait partie de la vie. Hein. Mais globalement il y a un accord, effectivement. D'autres questions? Du coup, moi j'aurais une question sur la carte chronologique de l'univers. Vous avez parlé au début, au moment de l'inflation, qu'il y avait de la matière noire qui donc était
déjà condensé à certains endroits et qui a donc entraîné la matière ordinaire à graviter autour et à commencer à former les étoiles. Il y a 2 questions là-dessus que je me pose. C'est la première, comment on sait que la matière noire était déjà précondensée à la base, et ensuite, est-ce que ça veut dire qu'au cœur des étoiles, il y aurait de la matière noire? Alors, très bonne question. Donc, en fait, ce n'est pas l'inflation qui est de la matière noire, hein, je l'ai peut-être mal dit, mais en fait, la matière noire apparaît, alors bon, là c'est condensé, donc on ne voit pas, mais elle apparaît, alors moi je ne sais pas trop quand, parce que je ne suis pas spécialiste des modèles de matière noire, mais elle apparaît en gros, pour faire simple, à peu près comme la matière baryonique normale, donc ni avant, ni après. Sauf que la superclé, donc en gros elle apparaît quelques minutes après ou quelques années, bon. Mais pas au moment de l'inflation, il n'y a pas de matière pendant l'inflation. La caractéristique principale de la matière noire, c'est qu'elle gravite, mais elle ne rayonne pas. Elle est insensible au rayonnement électromagnétique. Et c'est super important, parce que quand vous êtes dans un plasma chaud, la matière ordinaire, elle est ionisée, et donc les protons et les électrons, ils interagissent avec la lumière. Donc quand vous essayez de rapprocher, par exemple, un proton et un électron pour former un atome d'hydrogène, il y a un photon qui passe et qui l'ionise. Et donc, votre matière baryonique ne peut pas se condenser autant qu'elle voudrait, parce qu'à chaque fois, il y a des photons qui font tout péter, pour faire simple. La matière noire, elle est insensible à la lumière. Donc elle commence à se condenser en même temps que la matière baryonique, mais elle, personne ne la gêne. Donc elle va au même rythme, sauf que personne ne la gêne. Donc elle se condense tranquillement, alors que la matière baryonique doit attendre au moins 380 000 ans avant d'avoir le droit de se condenser, parce que là, il n'y a plus de photons assez énergétiques. Donc c'est juste une notion de décalage. Et effectivement, et puis là, tous les modèles le montrent, les simus, etc. C'est cohérent avec les observations. Donc quand la matière baryonique est enfin libérée à l'issue du fond cosmologique, elle est libre, libérée, délivrée. Et donc qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit à côté d'elle déjà des clumps, des halos de matière noire qui sont déjà un peu formés. Donc la matière baryonique se jette, elle est attirée par gravitation sur ces proto-halos de matière noire. Donc il n'y a rien de magique, c'est juste qu'il y a des timings qui sont différents à cause de la nature physique de la matière noire et de la matière baryonique. Ça répond aux 2 questions. Ah oui, puis au centre du Soleil, alors ça c'est compliqué, on pense que non, parce que, alors c'est là où on arrive un peu à la limite de la matière noire, on a besoin de la matière noire qu'à très grande échelle, à l'échelle des galaxies. Donc toute la physique stellaire, on me contrôlera peut-être, mais n'a absolument pas besoin de matière noire au centre. Ça ne concerne que les échelles galactiques. Donc en physique, vous savez, surtout en astrophysique, on est des gens très très simples. Si on n'a pas besoin, on ne demande rien. Donc peut-être qu'il y en a, mais pour l'instant, c'est absolument pas nécessaire. Et en science, quand c'est pas nécessaire, on n'en rajoute pas. Voilà. Très bien. Encore la dernière question, puis après on va vous laisser aller manger. Puis nous aussi. Bonjour, merci pour votre présentation. Moi, j'aurais une question, c'est concernant le rayonnement que vous étudiez, enfin, c'est les rayonnements fossiles finalement qui datent du Big Bang. Et ma question, c'est sur la durée de vie de ces rayonnements qui finalement parcourent l'univers qui est en constante expansion. Oui. Est-ce que ces rayonnements, ils seront constamment, ils vont parcourir l'univers constamment, ou est-ce qu'il y a un moment, ils vont se dissiper? Et sous quelle forme, si c'est le cas? Alors effectivement, c'est un rayonnement. Donc en fait, il faut voir qu'on est dans l'univers, c'est un peu comme on est dans une cocotte minute, et ce rayonnement est dedans. Donc on est dedans et on l'observe facilement ou pas, selon. Voilà. Donc on l'observe. Effectivement, comme l'univers s'étend, ce rayonnement va encore se refroidir, mais il sera toujours présent parce qu'il est avec nous, il est dedans, dans l'univers. Quand je dis dedans, ce n'est pas qu'un extérieur, c'est que c'est l'univers causalement lié. Si vous prenez des points qui sont plus éloignés que l'âge de l'univers, ils ne se parleront jamais. Donc on appelle l'horizon cosmologique, l'horizon de causalité. Donc, si on est dedans, ce rayonnement va être toujours présent, mais il va se refroidir de plus en plus. Mais alors, quand je dis on va attendre, il faut attendre des milliards et des milliards d'années. Mais il va se refroidir comme le reste de l'univers. Sa structure va un petit peu changer, parce qu'en fait, les petits points que vous voyez, en fait, c'est comme si vous voyez un paysage sous un certain angle. Mais comme votre univers s'étend, votre angle de vue change. Donc, vous verrez les petits bidules là qui vont juste alors que je ne dise pas de bêtises, s'agrandir ou se rapetisser, je ne sais pas, mais enfin l'un des deux. Mais voilà, la structure statistique va rester la même, mais il va y avoir des petits changements à très très grande échelle de temps. Et ça va rester indéfiniment, jusqu'à ce que l'univers soit en mort thermique à 0 Kelvin, mais ça arrivera que asymptotiquement, donc on ne sera pas là pour le voir.